Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 19 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, un épisode qui n'était pas vraiment prévu, un peu improvisé, mais sur un sujet très intéressant puisque on va parler de la nouvelle association des deux superstars à Philadelphie, James Harden et Joel Embiid. Alors, comme je vous dis, c'est un peu improvisé, mais c'est vrai que d'une part, très simplement, le sujet m'a été réclamé. Donc voilà, je vais essayer de proposer ça. Et puis, d'autre part, il faut quand même dire que c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Et autant, je trouve que parfois on a peut-être tendance à un peu surestimer à quel point une équipe tourne autour de ses superstars. Parfois, on sous-estime à l'inverse la qualité du supporting cast autour et toute la cohérence de l'équipe d'un point de vue collectif, tactique et même de talent autour des stars. Mais c'est vrai que quand même, le fit et la compatibilité, ça reste quand même l'élément fondamental. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça avec quelques stats évidemment, mais aussi des éléments tactiques très concrets. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du duo de superstars à Philadelphie, James Harden et Joel Embiid. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, allons-y, mettons les pieds dans le plat. Que vaut finalement le fit offensif entre Joel Embiid et James Harden? Alors, avant que le trade ne se fasse, on m'avait un peu posé la question sur Twitter notamment, et donc notamment ce que j'avais répondu, c'est que le fit en lui-même ne me paraît pas parfait d'un point de vue littéral, ce n'est pas la perfection, mais je trouve qu'elle est quand même très bonne. Après, je pense que ce qui est vrai quand même, c'est un peu moi le point central que je voulais aborder aujourd'hui. Je pense que l'erreur à ne pas faire, déjà, c'est de penser que le fit est très bon dans le sens où les deux vont se compléter à merveille. Ça, je pense que c'est un peu une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire ne pas penser que la principale valeur de ce duo, ça va être les interactions de l'un à l'autre. Et notamment, pour parler très concrètement, je pense pas qu'il faille penser que James Harden va lancer 10 alley-oops par match sur pick and roll à Joel Embiid, ou plus généralement, je pense pas non plus que la valeur de ce duo, ça va être de retrouver une synergie et une complémentarité directe, on peut l'appeler comme ça, une complémentarité directe entre le pick and roll de James Harden et Joel Embiid. Pour moi, la valeur principale de ce fit, elle ne se trouve clairement pas là. Ce duo, il a plein d'autres vertus, on est d'accord, mais je pense pas que la majeure partie de la valeur sportive de cette association réside dans leurs interactions directes. Et notamment, je pense qu'il faut dire ça parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu ce modèle en tête de un duo avec un porteur de balle et un pivot, et donc de manière intuitive, on arrive toujours à cette idée que les deux, ils peuvent combiner sur pick and roll. Là où, par exemple, on n'aurait pas du tout cette réflexion si James Harden avait rejoint, je sais pas moi, Kawhi Leonard, par exemple, qui est un ailier. Bon, voilà. On se ferait pas du tout cette réflexion de se dire les deux vont pouvoir combiner très très bien. Parce que Kawhi Leonard n'est pas un intérieur. Alors que là, c'est vrai qu'on est dans le cas très classique de un porteur de balle et un intérieur. Et donc, je peux comprendre que certains se disent le modèle traditionnel, le pick and roll, on a l'arrière, meneur arrière, qui va servir son pivot sur pick and roll, et c'est comme ça que va s'organiser principalement l'attaque de Philadelphie, et c'est comme ça qu'on va pouvoir tirer pas mal de valeur du point de vue de ce duo. Donc je comprends totalement qu'on pense comme ça, mais moi je pense, en tout cas ce n'est que mon avis, mais je pense pas que le gros de la valeur de ce duo soit là-dedans. Et notamment, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que Joel Embiid, c'est un créateur offensif
qui passe beaucoup de temps avec la balle dans les mains. C'est vraiment un créateur, donc c'est quelqu'un qui va avoir la balle en main et qui va démarrer l'action. Et surtout, en aucun cas, Joel Embiid n'a un profil de finisseur, en tout cas pas tant que ça. C'est pas vraiment quelqu'un qui va être un finisseur d'action en évoluant sur la majorité de la possession sans ballon. Sur par exemple des possessions de catch and finish ou des alley-oop ou ce genre d'action comme on pourrait dire la majorité des pivots. Non. Avec Embiid, on n'est pas vraiment dans ce cas-là. Même si c'est un pivot, il faut quand même se rendre compte que dans le jeu, on est sur quelqu'un qui est très très différent de Clint Capela, de Tyson Chandler, de Rudy Gobert, de ce genre de profil. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que lui est une star et que Capela ne l'était pas. C'était la création offensive. Mais donc, au moment d'évaluer cette association entre Harden et Embiid, il ne faut pas non plus occulter le fait que Embiid n'est pas tant que ça un finisseur sans ballon. Et que donc, il ne rentre pas tant que ça dans le moule du pivot finisseur qui va pouvoir combiner énormément avec James Harden. Bon, du coup, un peu pour élaborer de ce point de vue et pour essayer soit de vous convaincre, soit de vous illustrer à quel point c'est le cas, à quel point Embiid est un créateur et pas du tout un finisseur, première stat que je peux vous donner, c'est par exemple le pourcentage de paniers assistés. Donc, très basiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une stat avancée. On prend le nombre de paniers que Joel Embiid a marqués et on regarde quel est le pourcentage de ces paniers-là, combien de ces paniers-là ont été inscrits sur une passe décisive. Donc, très concrètement, pour parler très techniquement, une assist, c'est maximum 2 dribbles entre la passe et le shoot. Et donc, l'idée de cette stat, c'est aussi de se rendre compte à quel point un joueur est créateur ou à l'inverse, à quel point un joueur est finisseur. Puisque, évidemment, un finisseur exclusif va avoir un pourcentage de paniers assistés très très haut, alors que un créateur, évidemment, va avoir un pourcentage de paniers assistés beaucoup plus bas. Ok. Et donc, avec Joel Embiid, on est à 50% de paniers assistés. Donc, globalement, 1 sur 2. Bon, ce que je peux faire, c'est vous donner en exemple d'autres pivots de NBA. Et donc, par exemple, on a Nikola Jokic, qui est pourtant lui-même très très créateur, évidemment. Eh ben, Nikola Jokic, il est à 64%, mine de rien. 64%. Là où Joel Embiid est à peine à 50%. Clint Capela, il est à 74%. Rudy Gobert, également, 74%. DeAndre Ayton, 82%. Donc déjà là, vous voyez que on est vraiment sur un profil de pivot, certes, mais pas un pivot comme les autres. On est vraiment sur un pivot qui, d'abord et avant tout, aime bien se créer ses propres tirs très fréquemment. On est sur 50%, donc un panier sur 2 de Embiid est créé par lui-même. Ce qu'on peut faire aussi, plutôt que d'aller chercher des comparaisons comme ça, un par un, ce que je peux vous dire aussi, c'est que on peut aller regarder sur le site de Cleaning the Glass, donc le site internet sur lequel il y a cette stat des pourcentages de paniers assistés. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est filtrer par la position, et donc ce que eux ils appellent les big men. Et quand on fait ça, en tant qu'intérieur NBA, des joueurs qui ont un pourcentage de paniers assistés plus bas que Joel Embiid, on a Pascal Siakam, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Enes Kanter, Alperen Sengun et Steven Adams. Bon, déjà là vous voyez qu'il y en a quand même 3 qui sont un peu à éliminer de la liste, dans le sens où Siakam, Antetokounmpo et LeBron James, bon, ils tombent dans cette catégorie parce que de facto ils jouent un peu des positions d'intérieur, mais c'est quand même plutôt des porteurs de balles. Antetokounmpo un peu moins que les 2 autres, mais quand même. Et donc, voilà, si on les met un peu de côté, ceux-là, grosso modo, Joel Embiid se crée plus souvent son tir plus que tout le monde, sauf
Enes Kanter, qui est un véritable spécialiste du poste bas et qui n'opère que comme ça. Alperen Sengun, le rookie de Houston, qui lui aussi est un créateur un peu dans l'âme, donc ça se comprend. Et donc, Steven Adams, qui lui, pour le coup, est un peu plus surprenant. Et évidemment, si on venait à rajouter un critère de minutes ou de responsabilité, bon ben voilà, Kanter, Sengun et Steven Adams, c'est rien du tout comparé à Joel Embiid. Évidemment. Mais bon, bref, tout ça aussi pour dire que donc, quand on fait ce filtrage par rapport au poste de big man, Joel Embiid est tout en bas du classement. C'est un des intérieurs NBA qui se crée son propre tir le plus souvent. Bah d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de regarder simplement les intérieurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder au niveau de tous les postes confondus. Et donc, quand on fait ça, qui a un pourcentage de paniers assistés qui est équivalent à celui de Joel Embiid, on a des noms comme Brandon Ingram, Kyle Lowry, Stephen Curry et Devin Booker. Donc, voilà. Quand même plutôt des joueurs qu'on entend classiquement comme des joueurs créateurs. Donc voilà, ça le met à peu près à ce niveau. Même s'il a un poste d'intérieur et que classiquement c'est pas les intérieurs qui créent le plus offensivement, bah de facto, lui, il a plutôt ce rôle-là, un peu comme Kyle Lowry ou Devin Booker. Après, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est finalement, ok, il crée beaucoup, mais est-ce que ce serait pas aussi parce que cette année, Tyrese Maxey, c'est sympa, mais c'est encore très jeune en tant que meneur. Seth Curry, c'était surtout un shooter, mais pas un créateur. Ben Simmons n'a pas joué de l'année. Et donc, finalement, le meneur ou le porteur de balle principal de cette équipe n'a pas joué. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a un peu boosté le pourcentage de paniers assistés de Joel Embiid? Est-ce que finalement, le chiffre est pas un peu boosté cette année et que, en vrai, Embiid est moins créateur que ça? Peut-être. Peut-être. Mais franchement, c'est pas sûr du tout. Et même, j'ai plutôt envie de répondre non. On peut pas dire complètement non, parce que finalement, Joel Embiid n'a jamais joué avec un vrai meneur de métier et de très haut niveau. Désolé, Ben Simmons, mais Ben Simmons n'est pas un meneur. Donc, effectivement, on ne peut pas complètement dire non. Mais bon, quand même, si on regarde ses stats en carrière, sur l'ensemble de sa carrière, on voit que c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de cette saison, c'est pas circonstanciel, on est vraiment sur une vraie tendance intrinsèque au joueur. Donc je vous disais, 2022, on est à 50% de paniers assistés, à peine 50%. 2021, on était à 48% de paniers assistés, donc même encore moins. 2020, on était à 52%. 2019, 55%. Et 2018, on était à 50%. Donc voilà. Grosso modo, on est quand même autour des 1 panier sur 2 de Embiid est créé par lui-même. Là où c'est vrai que d'autres intérieurs plus classiques et beaucoup plus finisseurs sont plutôt autour des 75-80% de paniers créés par autrui. Donc voilà, Joel Embiid est un créateur. Bon après, comme je viens un peu de le dire, il faut dire aussi que Joel Embiid n'a jamais vraiment joué avec un meneur de très grande qualité. Avec un vrai porteur de balle créateur et notamment sur pick and roll. Peut-être aussi que le jour où on va lui rajouter un meneur comme James Harden, peut-être qu'en dehors de ces fameux post-up, Embiid pourrait aussi totalement devenir un finisseur sur pick and roll. C'est pas interdit, c'est vrai. Peut-être aussi qu'en plus d'être compétent sur du jeu au poste, Embiid pourrait aussi totalement être compétent sur pick and roll à partir du moment où
James Harden arrive et va se mettre à jouer le pick and roll. Et donc, ce que j'ai fait très très simplement, c'est que je suis allé cette fois sur NBA.com, dans la rubrique Stats, et on peut voir ici la production en tant que rollman sur pick and roll de Joel Embiid. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le rollman? Donc, c'est très simplement l'intérieur qui pose l'écran et qui ensuite plonge au panier. Et donc, sur ces situations de rollman, Joel Embiid en fait 3,5 par match. En 2022, 3,5 par match. Et pour le coup, c'est vrai qu'on n'est pas tout en bas du classement. On est même plutôt dans le premier tiers des intérieurs. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être que la stat des par match, elle n'est pas si pertinente que ça, dans le sens où Joel Embiid a un très gros temps de jeu. Donc, il passe beaucoup de minutes sur le terrain, et donc forcément, plus un joueur passe de temps sur le terrain, plus il va avoir d'opportunités de faire ce genre d'exercice. Et donc c'est vrai que, notamment si on rapportait la stat par minute passée sur le terrain, ce serait déjà beaucoup moins flatteur. En termes de volume, on n'est pas sur quelqu'un qui, dans le jeu, est de cette fibre-là, de cette fibre de finisseur qui plonge sur pick and roll. Et bon, là encore, ce que j'ai relevé comme stat, c'est que, notamment, on reprend un peu sa carrière depuis le début, et on voit que en 2018, qui est donc pas vraiment sa première saison, sa première c'est 2017, mais souvenez-vous, il fait qu'une 30aine de matchs, donc on va le mettre un peu entre parenthèses. Donc 2018, Joel Embiid, c'est 125 possessions dans ce fameux rôle du rollman sur pick and roll. 125 possessions sur toute la saison. À noter que cette année-là, Sabonis est à 378. 125 pour Embiid, 378 pour Sabonis. Miles Turner était à 319. Clint Capella, 286. Anthony Davis, 266. Ok, donc ça c'est pour 2018, on avance. 2019, on est à 132 possessions sur toute l'année. 132 possessions en 64 matchs. Et c'est autant, par exemple, que quelqu'un comme Willy Hernán Gómez, qui avait un temps de jeu bien plus faible que Joel Embiid. C'est autant que Dwayne Dedmon, que Gorgui Dieng, également deux joueurs avec un temps de jeu bien plus faible que Joel Embiid. Et encore une fois, cette année-là, en tête de liste, on retrouve des joueurs comme Miles Turner avec quasiment 350, Serge Ibaka 319, Jarrett Allen 300 et Montrezl 280. Là où Joel Embiid est à peine à 130. Donc vous voyez que deuxième année en carrière où c'est pas vraiment son truc. On voit que c'est quand même pas tant que ça que Joel Embiid aime bien opérer. Ok. Donc on continue, 2020, on est à 123 sur toute la saison. C'est autant que des joueurs comme Aaron Baines, Zubac, Jackson Hayes. Donc encore une fois des joueurs qui sont au voisinage de lui en termes de nombre de possessions dans l'exercice alors qu'ils ont un temps de jeu 2 fois, voire même 3 fois plus faible que celui de Embiid. Ok. 2021, l'an passé, on était à 163 sur toute la saison. Donc voilà. Tout ça pour dire aussi que on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de sa carrière, on voit bien que c'est pas son truc. Être un finisseur de pick and roll, il peut le faire évidemment, mais c'est pas trop son truc. C'est pas trop son jeu. C'est pas trop de cette manière qu'il aime bien opérer. Et de manière totalement stable, on voit que sur les années, il a un volume et une fréquence de possession en tant que rollman assez faible. Bon après, ce qui est vrai aussi, et j'entends déjà vos contre-arguments, encore une fois, c'est peut-être vrai aussi que Embiid fait aussi peu de possessions en tant que plongeur sur pick and roll, en tant que rollman, peut-être aussi parce qu'il n'avait pas trop de meneurs. Ça, pour le coup, encore une fois, ça me paraît un argument
légitime. Même si je suis pas trop d'accord, mais ok, c'est légitime. Mais donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est très simplement, plutôt que de regarder le volume, on peut aussi s'intéresser très simplement à son efficacité dans ses possessions en tant que rollman sur pick and roll. Donc plutôt que de regarder combien de fois par match ou par saison il le faisait, regardez plutôt à quel point est-ce qu'il est efficace dans cet exercice. Et donc en gros, voilà, on sait qu'il n'a pas le volume, mais en regardant son efficacité, on va pouvoir se rendre compte si c'est simplement quelqu'un qui est pas très bon, ou en tout cas dont c'est pas la fibre naturelle de jouer comme ça, ou si au contraire c'est effectivement quelqu'un qui est totalement sous-utilisé. Si on tombe sur des chiffres d'efficacité de malade mental, mais avec un volume très très faible, là ok. Là on pourra dire, Joel Embiid est sous-utilisé sur pick and roll, et l'arrivée de James Harden va faire beaucoup de bien pour débloquer pas mal de valeur de ce côté-là. Donc, tout simplement, regardons l'efficacité. 2018, on est à 0,99 points pour chaque possession jouée en tant que rollman. 0,99 points par possession sur ces fameux rolls du pick and roll. Bon, ça vous dit sans doute pas grand-chose, 0,99, on va dire, on va arrondir à 1 point par possession, ok. Sachez quand même qu'en tête de liste, on a des joueurs comme Dwight Powell et Montrezl Harrell qui étaient à 1,41 points par possession sur ces fameuses possessions en rollman du pick and roll. 1,41 points par possession. Là où Joel Embiid n'est que à 0,99. De la même manière, Clint Capella, 1,34. Rudy Gobert et Tyson Chandler, toujours en 2018, 1,28. Donc, avec son efficacité de à peine 0,99, Joel Embiid est très très bas par rapport au tout meilleur de NBA, voire même par rapport au bon de NBA. On avance. Pour la saison 2019, on est à 0,95 points par possession sur pick and roll. Cette année-là, notamment, on retrouve Mitchell Robinson à 1,46 points par possession. 1,46 comparé à Embiid qui est à 0,95, ça fait quand même un sacré écart. Mason Plumlee et Antetokounmpo sont à 1,40. DeAndre Jordan et Rudy Gobert sont à 1,35. Et donc avec 0,95, Embiid est quand même plutôt très bas. 2020, on est encore sur la même histoire. 0,95 points par possession. Mitchell Robinson est à 1,66, carrément. Brandon Clark, 1,51. Christian Wood, 1,50. Jarrett Allen, 1,37. Ok. 2021, Joel Embiid est à 1,04. Donc là, effectivement, on a une très très légère hausse. Depuis 0,95 jusqu'à 1,04 points par possession. Très légèrement, mais encore une fois, les meilleurs de NBA, DeAndre Ayton et Montrezl Harrell sont encore autour des 1,40. Donc, assez loin. Et puis 2022, donc cette année, Joel Embiid est à 1,16. 1,16. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on a une vraie hausse. On a une vraie hausse non négligeable de, on va dire, son niveau moyen qui est autour des 1 point par possession jusqu'à cette année 1,16 points par possession sur cet exercice. Et je pense qu'on peut l'expliquer assez facilement. Ça fait quand même 2 ans qu'on retrouve de plus en plus et de mieux en mieux un Joel Embiid plus léger, plus vif et plus agile. C'est vrai que c'était un peu le truc qui était dommage, je trouve, sur l'évolution de sa carrière, c'est que si vous vous souvenez de Kansas à l'époque, quand il était avant la draft, Embiid, c'était quelqu'un qui était
très agile à l'époque, et surtout parce qu'il était très léger. C'était pas du tout l'athlète bodybuildé qu'on a connu ensuite en NBA. On était vraiment à Kansas sur quelqu'un de très très fin. Bon, notamment aussi parce qu'il n'était pas mature physiquement, il était encore très jeune. C'est vrai. Mais bon, de facto, on a quand même eu un Joel Embiid qui s'est blessé à plusieurs reprises avant de pouvoir commencer à NBA. Et c'est vrai que le Embiid de 2018, 2019 et 2020, on est sur une version ultra bodybuildée de Joel Embiid qui avait perdu pas mal d'agilité, de vivacité. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve un peu. On le retrouve un peu, on a un Joel Embiid beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Donc c'est bien et ça se répercute un peu d'une certaine manière sur les pick and roll, sur la capacité à finir sur pick and roll. Mais bon, vous voyez bien que même au meilleur de sa forme, avec sa nouvelle charpente plus légère, on n'est encore que à 1,16 points par possession. Là où, cette année, les meilleurs de NBA, c'est encore une fois Jackson Hayes, qui est à 1,52, Javal McGee, 1,52, John Collins, 1,47, Brandon Clark, 1,45, etc., etc. Donc bref, finalement, vous voyez que l'argument de il a un petit volume, il a une petite fréquence sur pick and roll, notamment parce que il a jamais eu de meneur pour le servir dans ses positions, c'est vrai, mais ça n'est vrai que en partie, je pense. On voit bien aussi dans ses chiffres d'efficacité que voilà, c'est pas quelqu'un qui est totalement à l'aise pour faire ce genre de choses, pour plonger au panier et aller récolter des tonnes de paniers faciles, de paniers rentables, des dunks, des alley-oops, etc., etc. Et notamment, pour parler un peu de scouting 30 secondes, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que Embiid n'a pas du tout ce genre de verticalité qu'ont généralement les athlètes d'élite et les meilleurs finisseurs sur pick and roll de NBA. Tyson Chandler, Clint Capella, Brandon Clark, évidemment, qui est un athlète exceptionnel, Mitchell Robinson, John Collins, etc., etc. Avec Joel Embiid, on n'est pas du tout sur ce profil-là. Ça, c'est clair et net. On est plutôt sur quelqu'un de très grand et avec une immense envergure de bras. Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas tant que ça de verticalité, de détente verticale, d'explosion verticale très rapide et très haute. On n'a pas tant que ça cet élément-là. On l'a un peu plus que par le passé, parce qu'il est moins lourd qu'avant, il est moins bodybuildé, mais on n'est pas quelqu'un qui, dans le jeu, arrive à apporter cette verticalité d'élite. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Et par ailleurs, si vous avez envie aussi d'argumenter que les chiffres de Embiid sont eux aussi, en termes d'efficacité, ils sont tirés vers le bas par le fait de jamais avoir eu non plus de bons meneurs pour le mettre en position, encore une fois, je pense que cet argument ne tient pas tant que ça la route. Déjà parce que très simplement, on est sur un échantillon qui est quand même assez important. On est sur 5 saisons en carrière, mine de rien. Donc c'est beaucoup. Mais surtout, l'argument ne tient pas pour moi. Et je pense que l'influence des coéquipiers n'est pas si grande que ça sur cette stat, dans le sens où on voit que il y a quand même pas mal d'autres intérieurs de NBA qui n'ont pas de meneurs d'élite, voire même de bons meneurs tout court, qui pourtant font de très bonnes stats sur ces fameux rôles du pick and roll. Et là, ne serait-ce que là, sur les joueurs que je vous ai cités, Jackson Hayes cette année, qui est premier de NBA cette année, en 2022, il n'y a pas non plus de très bons meneurs passeurs du côté des Pelicans. Et pourtant, il a des chiffres d'élite. Parce que ce qui compte, c'est à quel point lui est bon dans l'exercice. C'est pas tant que ça le fait d'être mis en position. Ça peut influencer, on est d'accord. Mais pas non plus à ce point. On a aussi l'exemple de Mitchell Robinson, qui, mine de rien, est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de NBA depuis 3 ans. Bon, on peut pas dire non plus qu'il y ait de très bons meneurs playmakers du côté des Knicks, ni cette année, et encore moins déjà à l'époque en 2019, où il était déjà premier de NBA.
Et pourtant, Mitchell Robinson fait de très bonnes stats sur ces fameux rôles du pick and roll. Parce que intrinsèquement, c'est un excellent finisseur sur pick and roll et qu'en fait, c'est presque l'inverse. C'est pas il fait des bons chiffres parce qu'il a un bon meneur, c'est surtout lui est tellement bon que avec n'importe qui, il va faire des stats. Autre exemple aussi de ce point de vue-là, j'ai cité Dwight Powell, qui était premier en 2018, premier de NBA, sauf que 2018, il n'y a pas Luka Doncic. Doncic, justement, c'est la draft de juin 2018. Et donc voilà, Dwight Powell, c'est pas quelqu'un qui dépend exclusivement du passing de Luka Doncic. C'est quelqu'un qui, dans le jeu et intrinsèquement, est un très bon finisseur sur pick and roll. Et notamment, cette année-là, 2018, il est premier de NBA. Ses meneurs à l'époque, c'était Dennis Smith, Yogi Ferrell, JJ Barea ou Devin Harris. C'est certainement pas mieux que ce que Joel Embiid a pu avoir à Philadelphie. Ok, il a jamais eu de meneur de top niveau comme James Harden, on est d'accord. Mais bon, quand même. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop un argument, le fait de n'avoir jamais eu de meneur de pick and roll à côté, à la fois pour expliquer le volume qui est assez bas et à la fois pour expliquer l'efficacité qui est assez basse également. Non. Je pense que c'est dans le jeu que Joel Embiid n'est pas du tout un finisseur d'élite sur pick and roll. Et d'ailleurs, pour continuer à contrer cet argument de il n'a jamais eu un porteur de balle de qualité à côté de lui pour le mettre en position et pour l'optimiser de cette manière, souvenez-vous quand même qu'il fait une demi-saison en 2019 à côté de Jimmy Butler, qui est un porteur de balle d'élite, je pense qu'on peut le dire. C'est pas un passeur d'élite sur pick and roll, ok, mais ça reste quand même un porteur de balle de très très grande qualité, même moi je pense qu'on peut dire d'élite. Or, il se trouve que sur cette demi-saison 2019, on n'a pas eu non plus un Embiid en termes d'efficacité qui a été incroyable. Cette année-là, il est en dessous des 1 point par possession sur pick and roll en tant que rollman, on l'a déjà dit, et même au niveau des playoffs, notamment, il y avait eu cette fameuse série contre Toronto où Philadelphie avait un peu essayé d'insister sur ce pick and roll-là. Bon, j'ai retrouvé les chiffres. Au niveau de la campagne de playoff, on est également à pile 1 point par possession quand Joel Embiid est dans ce rôle-là. Et pourtant donc, c'était avec un porteur de balle de grande qualité à côté qui avait les aptitudes pour l'optimiser et pour le mettre en position pour que lui ait des bons tirs. Et pourtant, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc bref, tout ça pour dire aussi que, voilà, James Harden, on va le rajouter à cette équation, ça va faire du bien. On est d'accord ? Je suis pas là en train de dire que il va y avoir aucune connexion entre les deux et que Embiid est très mauvais dans l'exercice et il pourra jamais produire quoi que ce soit sur pick and roll. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que, ok, ça va aider, ça va un peu booster son niveau d'efficacité dans cet exercice, ça va un peu booster légèrement aussi, je pense, sa fréquence de fois où il joue le pick and roll en tant que finisseur, on est d'accord, mais ça va pas tout changer. Il y a quand même un certain plafond à ce que James Harden va pouvoir faire en termes de combinaison avec Joel Embiid sur pick and roll, et je pense pas que simplement le fait de rajouter Harden et ses capacités sur pick and roll, ça va faire qu'on aura par exemple l'association Harden-Capella. Je pense qu'on va en être très très loin, ou même, pour reprendre un exemple de cette année, ça va pas non plus être Garland et Jarrett Allen. Bon, autre stat aussi que j'avais envie de citer pour un peu essayer d'insister sur cet aspect de deux joueurs qui sont en fait deux créateurs. Très simplement, j'avais un peu envie de citer les stats de Joel Embiid sur post-up
et les stats de James Harden sur isolation. Bon, au niveau des post-up, Joel Embiid est à 8,2 post-up par match en moyenne. 8,2 par match en moyenne. C'est évidemment le premier total de NBA, sachant que le deuxième plus gros total de NBA en termes de joueurs individuels sur post-up par match en moyenne, c'est Nikola Jokic avec 4,6. 4,6 par match. Donc, c'est même pas que Joel Embiid est premier, c'est qu'il est premier avec un total qui est quasiment le double du deuxième. 8,2 pour Embiid contre 4,6 pour Jokic. Et même plus que ça, Joel Embiid, en tant que joueur individuel, fait plus de post-up par match en moyenne que n'importe quelle équipe NBA. Je répète, que n'importe quelle équipe NBA dans son ensemble. C'est-à-dire que, Philadelphie avec Embiid, ils sont à plus de 9. Embiid lui-même est à plus de 8 par match, 8,2. Et aucune des 29 autres équipes NBA est à plus de 8,2 post-up par match en moyenne. Donc voilà, on est vraiment sur un créateur de très 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 haut niveau et surtout à très très forte utilisation de 1 contre 1. De 1 contre 1 au poste bas, mais de 1 contre 1 quand même. Après, mine de rien, on peut aussi noter que d'un point de vue non plus du volume, mais cette fois de l'efficacité, Joel Embiid est également premier en termes d'efficacité sur post-up de NBA. Embiid marque 1,10 points par possession sur des post-up. 1,10 points par possession, c'est exactement le même total que Nikola Jokic, et donc les deux sont premiers de NBA. Et pour le coup, je pense que le chiffre en lui-même ne vous parle pas trop, si vous ne connaissez pas les standards de cette stat, mais pour le coup, c'est quand même assez incroyable. Ah oui, d'ailleurs, autre stat que j'avais noté, notamment sur les post-up de Joel Embiid, qui est assez intéressante et qui d'ailleurs explique pourquoi est-ce que Joel Embiid est à ce point productif sur des post-up. Embiid est à 26% de fréquence de lancer franc au poste bas. Et donc, grosso modo, une fois sur 4 où Embiid joue le poste bas, une fois sur 4, il provoque des lancers francs qui sont un exercice très 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 rentable, puisqu'en plus il les met avec une efficacité de 84 ou 85% d'efficacité. Ok, donc ça c'était pour Joel Embiid, d'un côté. Très 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 gros volume de 1 contre 1, même si c'est au poste bas, ça reste de 1 contre 1. Et donc, vient se rajouter le profil de James Harden. On peut faire le point très rapidement, même si je pense que vous avez un peu une idée de où est-ce que ça va aller. Mais James Harden, c'est lui aussi un joueur très souvent et très très fortement utilisé sur isolation. Bon, c'était largement plus le cas du côté de Houston, notamment donc la saison 2018 où Houston est fantastique. La première saison avec Chris Paul, il est à 10 isolations par match. 10 par match en moyenne, ce qui est énorme. 2019, c'est carrément 16 par match. Et 2021, 14 par match. Et puis ensuite, donc, le transfert à Brooklyn. Et depuis 2 ans, et même cette année en particulier, en 2022, il est encore à 7,6 isolations par match en moyenne. 7,6. Et ok, d'une part, on est très loin des chiffres de Houston. On est carrément à la moitié des chiffres de Houston en termes de fréquence d'isolation. Mais mine de rien, ça reste encore le plus gros total de NBA. Harden est encore une fois premier de NBA en termes de fréquence de 1 contre 1 par match. Et au passage, en termes d'efficacité, il est plus totalement premier comme il a été pendant longtemps.
mais il est encore 3e. Donc voilà, il n'a pas non plus dégringolé. On est sur un joueur encore à gros volume et à grosse efficacité. Mais donc bref, tout ça pour dire aussi que pourquoi est-ce que je voulais citer toutes ces stats sur post-up de Embiid et de l'autre côté, isolation de James Harden, c'est qu'il faut vraiment avoir conscience que on n'est pas sur une association qui est évidente. On est plutôt même sur le fait d'ajouter et de mettre ensemble deux joueurs qui sont, mine de rien, deux très gros créateurs et deux gros monopolisateurs de ballon. Même si James Harden est bon sur pick and roll, et même si on pourrait croire qu'on est sur le modèle classique de le meneur et l'intérieur qui peuvent combiner ensemble, le fait est que, et c'est un peu l'idée centrale de ce podcast d'aujourd'hui, il faut quand même bien avoir conscience et garder en tête que on est plutôt sur une association où on vient superposer deux joueurs qui sont d'abord et avant tout des créateurs à gros volume. Et donc, évidemment, la superposition de ces deux joueurs-là, je trouve qu'elle n'est pas si évidente que ça. Le fit et l'association, la compatibilité entre les deux, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas si évidente que ça, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une association qui n'était pas littéralement parfaite, dans le sens où, par exemple, un duo qui pourrait être bien meilleur en termes de compatibilité, ce serait par exemple ajouter Stephen Curry à Joel Embiid. C'est-à-dire rajouter autour du créateur qui est déjà Joel Embiid, quelqu'un qui non seulement est un shooter d'ultra élite, qui est même le shooter de l'histoire de l'humanité pour l'instant. Donc rajouter un shooter, certes, mais surtout rajouter quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup la balle entre les mains. Quelqu'un qui est plutôt un créateur indirect de par son mouvement, de par son jeu sans ballon, de par sa dangerosité de shooter, etc., etc. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, un duo Joel Embiid et Stephen Curry, sur le papier, en termes de compatibilité directe entre les deux, ce serait une bien meilleure association. On est d'accord. Et de la même manière, un fit parfait du point de vue de James Harden, ce serait quelqu'un comme Clint Capela, évidemment, pour être le finisseur au panier, voire même quelqu'un comme Karl Anthony Towns, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la création, mais pas non plus des tonnes, et qui est surtout un finisseur dans l'âme. Un peu au panier, mais surtout sur pick and pop. Je pense que vraiment sur le fit direct entre les deux, sur les interactions que l'un peut avoir avec l'autre, ça me paraît assez évident de dire que le fit parfait, plus idéal pour Joel Embiid, ça pourrait être plutôt un shooter et quelqu'un qui évolue sans ballon comme Stephen Curry. Et également, du côté de James Harden, le fit parfait, c'est plutôt un finisseur de pick and roll. Un Clint Capela, un Jackson Hayes ou un joueur de pick and pop comme Karl Anthony Towns. Donc voilà, je pense que ce n'est pas du tout un fit parfait, principalement dans le sens où on est plutôt sur un cas où on superpose, on additionne deux créateurs un peu indépendants, plutôt que dans le cas où on aurait l'intérieur et l'extérieur qui viendraient un peu interagir entre eux et s'optimiser l'un l'autre. On n'est pas tant que ça dans l'interaction entre les deux, on n'est pas tant que ça dans la synergie directe entre les deux, mais quand même, j'avais quand même envie d'apporter quelques petites nuances, en tout cas quelques pistes de réflexion, on va dire, dans les scénarios peut-être optimistes de cette fameuse association directe entre eux, et notamment comment est-ce que James Harden va pouvoir aider Joel Embiid d'un point de vue un peu général. Bon, déjà, on l'a dit un peu, même si ça ne va pas changer la phase de l'attaque de Philadelphie, même si on ne va pas avoir une association digne de James Harden et Clint Capela dans leurs meilleures années, je pense quand même que la présence de Harden va pouvoir offrir plus de rôles en tant qu'intérieur qui plonge au panier pour des paniers faciles. Je pense que la présence de Harden, oui, elle va pouvoir aider un peu. Deuxième élément que j'avais noté, sur des situations de post-up, la présence de James Harden va pouvoir directement
aider Joel Embiid, notamment pour tout ce qui est les fameuses passes pour alimenter le poste bas. On l'oublie parfois, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, en tout cas pas de si simple que ça à faire, cette fameuse passe pour alimenter le joueur au poste bas, pour lui donner la balle une fois qu'il est installé au poste bas. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse post-entry pass. Et c'est vrai que quand autour on a des conditions de jeu assez compliquées, quand une équipe adverse elle entoure bien Joel Embiid au poste bas, ça peut être assez compliqué de lui transmettre la balle, et donc c'est là que un passeur de la qualité de James Harden peut aider énormément. Là où par le passé, dans certaines situations, il n'y avait aucun joueur de Philadelphie qui avait cette aisance ou cette qualité de passe pour transmettre la balle dans la bonne position à Embiid au poste bas, et malgré une prise à deux, malgré une défense agressive, etc. Je pense que là, James Harden, lui, il va pouvoir. Donc, ça, c'est très très bien. Et puis, troisième façon également, troisième aspect où James Harden va pouvoir aider Joel Embiid, ça concerne toujours le poste bas, et je pense que ça va être notamment dans des situations de prise à deux. Justement. C'est-à-dire qu'une fois que Joel Embiid a la balle au poste bas, et que dans ce genre de situation, une équipe va être amenée à faire des prises à deux sur Joel Embiid pour essayer de le freiner, à ce moment-là, on pourrait aussi avoir pas mal de valeur dans le fait d'avoir James Harden à côté, ou en tout cas pas loin, dans le sens où si cette fameuse prise à deux, elle force Joel Embiid à ressortir la balle, évidemment qu'avoir un playmaker comme James Harden qui reçoit la balle et qui peut attaquer un surnombre sur le reste du terrain, c'est quelque chose d'assez magnifique. Parce que, ok, d'un côté, tu as perdu le côté shoot et le côté déplacement sans ballon de Seth Curry et toute cette synergie finalement qu'il était capable de créer de par son mouvement et de par son shoot, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu récupères aussi avec James Harden un excellent playmaker et notamment en mouvement. Et donc finalement, dans ces situations, ce qui crée le décalage, c'est la présence de Joel Embiid au poste bas, qui vient mobiliser deux défenseurs, voire même peut-être plus. Et donc, si Embiid arrive à ressortir le ballon, tu peux utiliser James Harden non pas en début de chaîne à la création, mais plutôt au milieu de cette chaîne de l'attaque, c'est-à-dire profiter du décalage déjà créé par la prise à deux, attaquer un close-out et ressortir sur un autre shooter. Et puis, évidemment, le dernier aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est simplement le fait que James Harden est un shooter. C'est quelqu'un de très très compétent sur sa catch and shoot et donc, forcément, sur des post-up de Embiid, Harden va être capable, je pense, d'apporter un spacing, même pas neutre, mais même carrément positif. Ok, donc ça c'était pour les manières dont James Harden peut optimiser Joel Embiid. Bon, maintenant du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est rapidement essayer de voir de l'autre côté. Essayer de voir, du point de vue de James Harden, comment est-ce que l'influence de Joel Embiid peut se manifester. Et là, pour le coup, c'est vrai que, autant pour comment est-ce que Harden peut aider Embiid et peut optimiser Embiid d'une certaine manière, on arrive à trouver des petits trucs. Autant dans l'autre sens, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il y a en tout cas des certaines limites ou certains doutes qui sont peut-être un peu plus clairs que dans l'autre sens. La première, déjà, très simplement, quid du spacing avec Embiid. Et donc, plus généralement, quid du spacing pour Harden lorsque Embiid est sur le terrain. Parce que autant Harden est tout à fait capable de mettre des catch and shoot avec un gros volume, même si ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, mais il est tout à fait capable de les prendre et de les mettre avec une très bonne efficacité, autant dans l'autre sens, quand c'est plutôt Harden qui va opérer balle en main et qu'on va demander à Embiid de faire de la place pour que Harden puisse faire ses drives jusqu'au panier,
c'est vrai qu'il y aura un peu plus de questions. Et notamment sur ce qui est des pick and roll de James Harden avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement des isolations de James Harden. Quand on a Joel Embiid qui est dans le périmètre, qui essaie de créer du spacing, je suis pas sûr à quel point Embiid va être respecté par les défenses adverses, et y compris même, surtout, au niveau des playoffs. J'ai noté quelques stats là au niveau de ces chiffres sur catch and shoot. On est sur du 34%, 36%, 34% et 31% au niveau des saisons passées. Et bon, il faut se souvenir aussi que là on parle de catch and shoot, et donc que la moyenne de ces catch and shoot, elle est plus élevée que la moyenne des 3 points de manière générale. La moyenne des 3 points, de tous les 3 points de manière générale, elle est autour des 35%. Donc Embiid qui est à 34, 36%, ça pourrait aller. Sauf qu'en vérité, les catch and shoot sont des tirs plus faciles et que leur moyenne est plus élevée. On est autour des 37, voire même 38%. Donc, Embiid n'est pas seulement quelqu'un qui est au niveau de la moyenne, grosso modo, c'est quelqu'un qui est mine de rien un peu en dessous de la moyenne, et même on peut rajouter le fait que, malgré des bons progrès depuis 2 ans, malgré une bonne dynamique, c'est quand même pas quelqu'un qui, d'une part, va prendre ces tirs-là de manière volontaire et en masse. Il y a encore pas mal de fois où il hésite un peu sur ces tirs-là, il les prend pas de manière automatique dès qu'il y a l'ouverture. Et puis d'autre part, même si les pourcentages sont pas non plus si mauvais que ça, ils sont pas si en dessous que ça de la moyenne, je sais pas finalement à quel point est-ce que les défenses vont le respecter malgré ces pourcentages. Ça se joue quand même sur d'autres trucs. Notamment, on a l'exemple de Kristaps Porzingis qui, malgré un très mauvais pourcentage cette année, je crois qu'il est autour des 29 ou 30% cette année, ce qui est très mauvais, hein. Mais comme il a son passif, il a un historique de bon shooter, et malgré une efficacité qui actuellement n'est pas là, le fait est que Porzingis est respecté. Si Karl Anthony Towns connaît un passage à vide, où il met à peine, 25% de ces tirs-là, on peut quand même être persuadé que même pendant ce passage à vide, les équipes ne vont pas le laisser shooter n'importe comment. Elles vont encore le respecter. Le problème avec Embiid, c'est que lui, il n'a pas vraiment ce passif et on va dire cette respectabilité au niveau du 3 points, même sur des catch and shoot. Je pense pas encore qu'il soit à ce niveau-là. Sans non plus dire qu'il faudrait qu'il soit au niveau de Karl Anthony Towns ou de Porzingis, qui sont 2 parmi les meilleurs shooters all-time au niveau des intérieurs, on est d'accord. Je dis pas qu'il faut qu'il soit à ce niveau, mais ce que je dis, c'est que je pense pas qu'il soit à un niveau de respectabilité qui soit forcément très très haut. Et notamment, je serais même plutôt enclin à parier sur le fait qu'en play-off, certaines équipes vont carrément le laisser ouvert pour essayer de justement occuper l'espace ailleurs, de venir aider, de venir boucher la peinture et boucher l'espace sous le panier, de venir gêner les isolations de James Harden précisément, etc., etc. Embiid n'est pas encore au niveau où il a démontré être capable de punir une défense qu'il abandonne de manière fréquente et de manière rentable. Donc voilà, moi c'est mon premier doute, c'est celui-là, c'est finalement quid du spacing offert par Joel Embiid lorsque c'est James Harden qui opère avec la balle. Après, deuxième élément, et qui est un peu lié à ça aussi, c'est les cas de figure où, là on parlait du spot-up des catch and shoot de Joel Embiid, donc sur les fois où il n'est pas impliqué sur l'action, et où il est censé faire partie du spacing finalement. Après, on peut voir aussi les fois où il est impliqué sur l'action, et notamment sur pick and roll. Et donc là vient se poser aussi la question de, finalement, que vaut cette association, ce pick and roll entre Harden et Joel Embiid, et notamment l'option du pick and pop. Parce que c'est la même chose, on parlait de la respectabilité de shooter, c'est un peu la même chose ici. Ok, il est capable, et en saison régulière, il va le faire de temps en temps, et ça va passer, mais finalement, que vaut l'option Joel Embiid en tant que menace
de pick and pop dans les cas où, par exemple, il faut venir punir certains schémas défensifs sur pick and roll et où, sur certains match-up, il faudrait qu'il en prenne beaucoup dans le match et qu'il en mette aussi beaucoup. Là-dessus, c'est vrai qu'on peut se poser un peu la question, puisque, encore une fois, là, il n'y a pas de nouvelles stats. On prend les mêmes que sur catch and shoot. On est sur un niveau de catch and shoot qui est en dessous de la moyenne. Donc, par exemple, si tu dois faire face à une défense de Milwaukee qui se remet à faire du drop, une des solutions contre le drop, c'est le pick and pop. Mais est-ce que sur pick and pop, sur toute la durée d'un match et d'une série, est-ce que Embiid va être capable de prendre plein de pick and pop et de les mettre avec une efficacité satisfaisante pour Philadelphie? J'avoue que je ne sais pas. Et je serais plutôt enclin à dire non. Et puis, troisièmement, ma troisième petite réticence, ou en tout cas mon petit doute sur cette association du point de vue de James Harden et de à quel point est-ce que Embiid peut ou non optimiser James Harden. C'est vrai que mine de rien, voilà, on parlait tout à l'heure du fait que Embiid n'était pas si explosif que ça, n'était pas si menaçant, ou même tout simplement au niveau des chiffres, n'était pas si productif que ça au niveau de sa capacité à être un finisseur sur les rolls, les fameux rolls quand on plonge au panier. Finalement, c'est vrai que c'est potentiellement un peu gênant. En tout cas, moi, ça me dérange un tout petit peu que du coup Embiid ne puisse pas complémenter et même optimiser Harden dans ce rôle-là. Parce que certes, du point de vue de Embiid, ça va être bien, puisque Harden, avec sa qualité de passe, va lui faire obtenir un peu plus de ces tirs-là, donc pour lui c'est bien. Mais par contre, du point de vue de Harden, je pense que Embiid est un peu trop loin du niveau d'élite qui permettrait de véritablement optimiser James Harden. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on a souvent tendance à le sous-estimer, mais c'est un élément tactique, un outil tactique dont ont souvent besoin les très bons joueurs sur pick and roll. On peut même voir l'exemple avec Luka Doncic à Dallas. Pourquoi est-ce que Dwight Powell joue autant? Notamment, c'est pour ça. C'est parce qu'il représente une menace verticale qui permet, sur les pick and roll de Luka Doncic, de venir mettre la pression sur la défense lorsqu'il plonge très vite au panier. Et donc, d'une part, ça peut attirer la défense à lui et créer des ouvertures pour Doncic pour le panier, ou bien, à l'inverse, si la défense ne réagit pas à ce rôle, cette façon de plonger au panier, Doncic fait la petite passe en alley-oop pour Dwight Powell et ça fait un dunk, évidemment, ultra rentable. Même chose avec Trae Young à Atlanta, d'ailleurs, où on avait déjà John Collins qui représente cette menace verticale et explosive, malgré d'ailleurs son manque de taille. John Collins a l'explosivité, et même s'il est beaucoup plus petit, avec pas du tout la même envergure de bras que celle de Joel Embiid, on voit que c'est un finisseur aérien et un finisseur de manière générale sur ces fameux rôles bien plus efficace que Joel Embiid. Parce qu'il y a une notion d'explosivité, d'agilité, de vivacité pour plonger au panier, c'est pas juste de la taille. Bref, donc tout ça pour dire aussi que, voilà, un autre joueur qui utilise le pick and roll à foison, Trae Young, il a à la fois John Collins, et puis il a même, depuis quelque temps, Clint Capela. La présence de ces deux joueurs-là sur pick and roll, ça a un effet de gravité, ce qu'on appelle parfois la rim gravity pour ces joueurs-là, donc la gravité de plongeur au panier, qui peut libérer des espaces, notamment pour que Trae Young aille au panier, mettre des tirs faciles. On peut dire la même chose aussi avec DeAndre Ayton à Phoenix pour Chris Paul, ou même à l'époque des Clippers, DeAndre Jordan, qui avait cette valeur-là aussi pour les pick and roll de Chris Paul, etc., etc. Et d'ailleurs, même pour revenir à Harden lui-même, je trouve que James Harden n'était jamais aussi bien en rythme que lorsqu'il avait Nick Claxton à Brooklyn. Parce que finalement, ok, le pick and pop de Marcus Aldridge, bon, c'est sympathique, mais on s'en fout un peu en vrai. Ça n'a pas tant que ça d'impact, je trouve, sur le drive ou sur l'action de James Harden. C'est juste que, bon, on a une option là qui est pas mal, on la prend.
Mais voilà, Blake Griffin non plus. Griffin n'a plus du tout cette explosivité-là, et ça marchait pas trop à Brooklyn. Bruce Brown l'avait un peu. Lui, il avait un peu le côté agressivité dans le fait de plonger au panier. Il avait cette vivacité, cette explosivité. Mais bon, ça reste un arrière. Donc, malgré ce côté très agressif pour mettre la pression sur le panier, il n'avait pas du tout le côté vertical pour le faire. Finalement, le défenseur, il pouvait aussi lever les bras et empêcher une passe vers Bruce Brown. Alors que, quand on a un vrai joueur de alley-oop, ben on peut pas. Forcément, on peut pas, puisque le joueur de alley-oop, le vrai joueur de alley-oop, le finisseur d'élite sur le pick and roll, à partir du moment où il va dans le dos du défenseur, il y a aussi la notion de verticalité où il peut aller chercher des ballons en hauteur. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu un élément sous-estimé, mine de rien, et notamment pour James Harden. Moi je trouvais que les rares fois où Nick Claxton revenait de blessure cette année, ou les rares fois où Claxton avait du temps de jeu un peu plus régulier, mine de rien, on retrouvait un James Harden qui avait plus de facilité, qui avait plus de solutions aussi, et qui avait ce fameux partenaire capable de mettre la pression sur le cercle en plongeant au cercle sur les pick and roll, et qui également l'a un peu aidé pour débloquer tout ce qui est drive au panier ou tout simplement trouver des solutions de passe. Et donc c'est vrai que, voilà, encore une fois, du point de vue de Embiid, le passing de Harden va lui trouver par-ci par-là ces petites opportunités, donc c'est bien pour Embiid. Mais du point de vue de Harden, je pense que c'est quelque chose qui va lui manquer. Et c'est peut-être pas une sous-optimisation, mais en tout cas, ce n'est pas une optimisation. Ça, c'est clair. Donc, pour faire un peu le point, faire un peu le bilan de ce qu'on a dit, au niveau des inquiétudes sur le fait que Embiid ne puisse pas complètement optimiser la valeur de Harden quand Harden a la balle et quand Harden opère avec la balle, on l'a dit donc, il y a la question du spacing quand Embiid est loin de l'action. Il y a la question, en tout cas l'interrogation du pick and pop, finalement. De l'autre côté, quand il n'y a pas pick and pop, il y a pick and roll. Et finalement, à quel point est-ce que Embiid va être capable sur des rolls de mettre la pression au panier comme James Harden adore qu'on lui fasse? Et puis, dernier point, qui n'est pas forcément le plus important, mais je me pose aussi des questions d'un point de vue des capacités de passing de Joel Embiid et notamment sur ce qu'on appelle le short roll. Alors, qu'est-ce que c'est le short roll? Donc, littéralement, le roll, mais un peu plus court. Et donc, ça veut dire que plutôt que de plonger jusqu'au panier, le short roll, c'est plonger, mais à peine jusque dans l'entrejeu. Donc, à peine dans la zone de mi-distance. Et donc, recevoir la balle là plutôt que directement au niveau du lay-up, du panier. Et donc, à partir de cette position qu'on appelle le short roll, opérer. Donc, soit faire une passe, soit faire un tir, soit attaquer balle en main, ensuite le panier. Et donc, notamment, moi, l'aspect le plus important sur ces fameux short rolls, c'est pas le petit tir à mi-distance et c'est pas le fait de pouvoir ensuite faire un dribble pour aller au panier, c'est le côté passing. Parce que, évidemment, le short roll est surtout utile quand on a une prise à deux sur le porteur de balle et que donc, plutôt que de plonger complètement au panier et d'être une option de passe très lointaine, le short roll, ça permet d'être une option de passe relativement courte pour le porteur de balle et donc de ressortir plutôt rapidement. Mais donc, forcément, ensuite, quand on a la balle, il faut savoir exploiter l'avantage numérique créé par la prise à deux. Si Harden se prend une prise à deux, ça veut dire qu'ailleurs sur le terrain, Philadelphie va être en 4 contre 3. Et donc, notamment, quand on regarde la liste des joueurs qui font beaucoup de pick and roll, qui posent beaucoup d'écrans, et même qui sont utilisés en tant que rollmen, on voit des noms comme Nikola Jokic, Domantas Sabonis,
Youssouf Nurkic, etc., etc. Or, évidemment, quelle est la valeur de ces pivots-là? C'est aussi d'être d'excellents passeurs. On peut même faire une échelle de gradation. Nurkic, très bon. Sabonis, excellent. Et Jokic, élite. Et c'est même comme ça que eux, ils arrivent à exister. Autant sur pick and roll. Parce que ni Jokic, ni Sabonis, ni Nurkic, ni d'ailleurs même Vucevic ne sont des menaces verticales qui vont être capables de plonger très fort au panier, apporter de la verticalité sur alley-oop, voire même simplement d'être agressif pour aller au panier, sur des rôles traditionnels. Donc eux, ces joueurs-là n'ont pas de la valeur de ce côté-là, mais par contre, c'est vrai que la valeur de tous ces joueurs-là sur pick and roll, en tant que poseur d'écran, c'est justement sur le fameux short roll. C'est lorsqu'ils reçoivent la balle après l'écran. Et donc, c'est pour ça que je me pose un peu la question aussi pour Embiid, qui est un joueur qui a toujours été très intuitif, on peut dire, même je me souviens même à l'époque de Kansas, où voilà, moi je me souviens qu'il n'avait pas du tout le côté compréhension du jeu ou intelligence encore, mais il y avait déjà les bons instincts naturels, on peut dire ça comme ça. On a vu même que récemment il fit des bons progrès au niveau du passing, donc ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que je me pose quand même un peu la question de sa valeur, notamment dans ce rôle-là. Un rôle, pour le coup rôle en français, hein, R-O-L-E, dans le sens où finalement qu'il soit pas capable d'apporter de la verticalité au panier, bon, c'est dommage, mais c'est pas catastrophique, mais ce qui serait quand même assez sympa, c'est qu'il puisse faire comme les autres pivots de son profil, les Jokic, les Sabonis, les Nurkic, les Vucevic, etc. Et que sur ces fameuses situations de l'entrejeu, quand il reçoit la balle en plein milieu de la défense, il soit capable de conserver le décalage déjà créé de par son passing en mouvement. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai un peu plus de doutes. Je pense qu'il a une bonne vision du terrain, mais pas exceptionnelle, pas au niveau de Sabonis ou de Nurkic, etc. Et je pense que les progrès au niveau de son passing game, on les a vus surtout au poste bas. Et donc dans des situations plutôt statiques et des situations où il voit venir les choses. Il a appris aussi à les anticiper et il a appris aussi à lire la défense. Maintenant, il sait de où l'aide peut arriver ou pas. Donc, ça facilite le travail. Mais c'est vrai que, du coup, sur des situations un peu plus improvisées, un peu plus dans le feu de l'action, en mouvement, où il faut arriver à déchiffrer dans l'instant et où c'est pas une situation statique avec plus ou moins déjà l'idée de où va venir l'aide, finalement, c'est vrai que j'ai un peu plus de doutes. Je dis pas qu'il peut pas. Hein. Peut-être qu'il va nous surprendre et ça serait très bien, mais c'est vrai que, a priori, on n'est pas sur ce niveau-là de joueur. On est plutôt même sur quelqu'un qui, en mouvement, fait beaucoup de pertes de balles, peut avoir tendance un peu à s'enflammer, ou tout simplement, même sans parler de flamber ou de s'enflammer, qui n'a pas forcément la vitesse de compréhension du jeu, la vitesse, la réactivité de lecture de jeu, etc., pour faire les bons choix. Sans que ce soit une question de vouloir faire l'action flashy, de vouloir flamber, etc. Il a peut-être pas forcément le côté cérébral, même sans doute pas, de Jokic, même sans doute pas de Sabonis, mais même peut-être pas de passeurs de short roll comme Nurkic et Vucevic non plus. Et donc voilà, je sais pas à quel point celui-là il va être important de points ou pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop de mal à imaginer des défenses finalement faire des prises à deux sur James Harden en playoff, et que du coup, on se retrouverait avec un Joel Embiid forcé d'opérer depuis la situation de short roll, et pas forcément quelqu'un de à ce point au-dessus de la moyenne dans ces situations. Ce qui finalement est un peu dommage, puisque, comme on dit, s'il n'a ni la verticalité, l'agilité, l'explosivité pour plonger au panier et mettre la pression au niveau du cercle, ni finalement le passing dans l'entrejeu en mouvement et sur ces fameux short rolls, et ni non plus la menace sur pick and pop,
C'est vrai que finalement, vous voyez bien que sur ces 3 niveaux-là, on est sur un joueur avec Embiid qui n'est pas forcément capable d'opérer de très bonne manière à aucun de ces 3 niveaux. Il peut le faire, hein, évidemment. Même, on peut dire que sa force, c'est d'avoir aucune grosse faiblesse sur un de ces 3 niveaux. 3 points, short roll, / passing ou plonger au panier. Il peut faire un peu des 3, mais c'est vrai qu'il ne le fait pas à un très haut niveau. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais surtout de Embiid qui est un créateur, un joueur au poste bas, un joueur qui est un joueur d'isolation, mais pas forcément un finisseur de très bon niveau et plus généralement, pas forcément un très bon joueur de pick and roll. C'est un peu pour ça. Et donc c'est vrai que l'association en elle-même, l'optimisation de l'un sur l'autre, l'influence de Embiid sur Harden ou de Harden sur Embiid, je pense pas que ce soit vraiment ça, la vraie valeur de ce duo et de cette association. Pour moi, si on compte beaucoup sur ce pick and roll, je pense qu'on se trompe un peu. On est plutôt sur 2 créateurs indépendants que sur 2 joueurs qui vont combiner magnifiquement sur pick and roll. Alors, peut-être très rapidement, est-ce qu'on peut faire aussi un point sur l'état de forme et de performance surtout de James Harden, même si c'est vrai que ce qu'on peut dire déjà effectivement, c'est que on ne sait pas trop, ou en tout cas beaucoup va aussi dépendre de James Harden lui-même. On a vu quand même que dans ses pires passages, quand il n'avait pas envie, ça se voyait directement sur le terrain en termes de production et de niveau affiché. On était sur quelqu'un de très loin de ses standards. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses tout derniers matchs du côté de Brooklyn. Et c'était la même chose quand il avait voulu partir de Houston. Donc il y a cette composante, évidemment, de l'envie de James Harden, un peu toujours. Il y a aussi la composante de la condition physique. Peut-être que on va retrouver un Harden dans un autre contexte. Peut-être une meilleure condition physique aussi. On ne sait pas ça pour le coup. Ça, je peux pas trop vous donner d'éléments. Ça reste plus des questions que des pistes de réflexion, évidemment, même si ça va être des trucs assez primordiaux, hein, son envie et sa condition physique. Mais bon, moi, j'ai pas de stats à vous donner. Fermons un peu cette page de la condition physique et du mental sur lequel on n'a pas trop de choses intéressantes à dire du point de vue du jeu et du point de vue des stats et du point de vue tactique. Mais ce qu'on peut faire quand même, mine de rien, c'est un petit point sur sa saison et donc son niveau de performance. Et notamment, c'est vrai que j'avais été un peu un des premiers à soulever la question de son déclin, son potentiel déclin, puisque j'avais fait un point début novembre, il me semble. Donc voilà, ça n'était qu'un début de saison, ça restait à confirmer, etc., etc. Mais c'est vrai que, mine de rien, après 2, 3 ou 4 semaines de compétition, je ne sais plus, on était sur un niveau de performance très très loin de ce que Harden avait l'habitude de produire. Et pour le coup, sur des échantillons de matchs très petits, les pourcentages au shoot peuvent être très capricieux et très aléatoires, c'est normal. Mais pour le coup, c'est pas tant le jump shot que je pointais du doigt à l'époque pour parler de ce potentiel début de déclin. Je pointais plutôt du doigt un domaine du jeu qui est beaucoup plus stable que le jump shot qui est extrêmement aléatoire. Et ce domaine du jeu bien plus stable, c'était le jeu en pénétration. Et notamment, la variance aléatoire, le fait d'avoir des résultats qui peuvent être totalement surprenants au niveau du jump shot, c'est vrai que ça, on ne l'a pas du tout au niveau des lay-ups et au niveau des pénétrations, puisque très basiquement, qu'est-ce qui donne le côté aléatoire d'un jump shot? C'est le fait que le tir soit pris très loin. Le facteur aléatoire, il vient de ça. Or, plus on se rapproche du panier, moins on a ce genre de variance. Donc, voilà. C'est quand même un secteur qui est beaucoup plus stable, et ce qu'on pouvait remarquer à l'époque, c'est donc que le niveau de performance de James Harden sur drive était quand même très loin de ses standards habituels. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était que, d'habitude,
on avait un James Harden qui, par match, faisait environ une vingtaine de drives par match. Pas que des drives où il prend le lay-up à la fin, hein. Le fait simplement de faire des drives, de pénétrer balle en main depuis l'extérieur jusque au panier. Et donc avant, de manière générale, il faisait en moyenne autour des 17, 18, 19, 20 drives par match sur les 8 dernières saisons, on va dire. Et là, sur ce début de saison 2022, c'est vrai qu'on était sur quelqu'un qui en faisait plutôt autour des 10. Donc là, vrai changement dans le jeu. Vraie variation pour le coup. Et donc, vu que c'est un domaine plus stable, n'importe quelle variation n'est justement pas aléatoire. Elle est significative. Et donc, quand dans le jeu, on avait quelqu'un qui allait 2 fois moins au panier et qui, en termes d'efficacité au lay-up aussi, plutôt que de tourner à 50%, tournait autour des 40%, faut le dire aussi, 40%, vous n'avez peut-être pas en tête l'échelle des réussites au panier, mais 40% sur des lay-up, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Donc bref, c'était quand même des signaux assez significatifs, je pense, pas non plus définitifs. Il fallait pas être fataliste et il fallait pas ancrer dans le marbre ces résultats, mais quand même. Quand on recoupait un peu cette analyse des chiffres de par une analyse visuelle de ce qu'on voyait sur le terrain, c'est vrai qu'on voyait quelqu'un qui était très lourd, très lent, pas aussi tranchant du tout que d'habitude. Et comme en plus, par-dessus tout ça, on venait rajouter le facteur des blessures de la saison d'avant et surtout de l'âge, c'était pas fou de penser qu'on était potentiellement sur un début de déclin. En plus, souvenez-vous, il y avait aussi la mode du début d'année, c'était que les arbitres sifflaient moins de fautes. Et que notoirement, James Harden se reposant beaucoup sur les fautes, peut-être qu'il y avait tout eu en même temps, à la fois un déclin physique et à la fois des arbitres qui étaient moins gentils avec lui, et que du coup, c'était peut-être aussi pour ça que la production globale de Harden sur drive avait beaucoup baissé. Alors oui, on peut préciser aussi que, on l'a déjà fait dans l'épisode 1 qu'on a fait sur Luka Doncic, souvenez-vous, on disait aussi que le drive est ultra important pour un créateur. C'est vrai qu'on pense souvent step back à 3 points pour James Harden, mais le sel de son jeu, ça reste la pénétration. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus pertinent en tant qu'information sur son niveau de jeu, on va dire, global. Ok. Et donc ça, c'était un peu le constat de début de saison, après 3 semaines de compétition, c'était que c'était très mauvais. Mais du coup, la question, c'est aussi, qu'en est-il depuis ? Où est-ce qu'on en est, finalement ? On est quand même beaucoup mieux. On est quand même vraiment beaucoup mieux. Et pour le dire très simplement, on est de nouveau sur des standards habituels du James Harden de toujours. Notamment donc, si on prend ses chiffres sur sa saison et sur son passage à Brooklyn, en enlevant encore une fois les 2 ou 3 derniers matchs où il était catastrophique et clairement, aujourd'hui on a compris qu'il voulait partir et donc ça se voyait sur le terrain, ok. Quand on enlève ces 2-3 derniers matchs, on est sur un joueur qui, sur la totalité de la saison, est de nouveau à 16 drives par match. 16, donc c'est standard habituel, il était autour des 16, 17 et 20 à peu près. Et qui en termes d'efficacité est à 46%. Donc, début de saison catastrophique, on était à 40%. D'habitude, on a un scoreur qui est plutôt à 50% de réussite sur ses lay-ups en fin de drive. Là, sur sa moitié de saison à Brooklyn, il est à 46%. Bon, c'est pas parfait. Mais honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux. Et autant c'est vrai que la réussite au panier, je pense qu'elle est encore affectée par son poids ou son manque d'explosivité ou de ce genre de petits détails. Autant le fait de revoir un James Harden qui drive 16 fois par match en moyenne, c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Parce que vraiment, le problème du début de saison, c'est qu'il était plus capable d'avoir le coup de rein de faire ses pénétrations.
Donc du coup, il n'avait plus la capacité de créer le chaos, le décalage dans une défense, et donc du jeu collectif. Et ça, aujourd'hui, il est de nouveau capable de le faire. Bon, et même, pour aller encore plus loin, si on prend simplement le mois de décembre, il me semble que j'avais regardé à l'époque, le mois de décembre ou le mois de janvier, ou peut-être même un peu les deux. Bref, je crois que même sur cette période-là où il était dans le meilleur de sa forme, on va dire, cette saison, on était sur un joueur qui était à plus de 20 drives par match. Donc, son meilleur total en carrière ou pas loin, quoi. Et quelqu'un qui, au panier, finissait à 50% de réussite. Donc, comme d'habitude, même si c'est vrai que parfois il pouvait monter jusqu'à 53, 54, 55% de réussite dans son prime. Mais bon, voilà, 50% de réussite au panier, ça va. Donc, tout ça pour dire aussi que je pense qu'on a peut-être un début de déclin physique qui, sans doute, sur le début de saison ou même dernièrement, a été un peu accentué par le fait d'avoir une condition physique très mauvaise. Ça, c'est clair. Mais je pense que globalement, on est encore sur un créateur de haut niveau qui a encore sur son exercice favori et le plus important, qui est le drive, qui est encore au niveau. On n'est pas sur le Harden de 2018, évidemment, mais on est quand même sur un joueur de très très haut niveau de ce point de vue-là, donc c'est plutôt rassurant. Bon, et donc du coup, pour continuer un peu à dépeindre l'état de forme de James Harden, j'avais noté aussi qu'au niveau des lancers francs, et notamment les lancers francs obtenus sur drive, il en avait 3,5 par match en moyenne. Sur des pénétrations, il obtient cette année 3,5 lancers francs par match. Je vais vous citer les totaux de James Harden sur les saisons précédentes, entre 2017 et 2021. On était à 2,8, 3,9, 4,3, 4,2 et 2,9. Donc finalement, cette année, avec 3,5 par match, finalement, oui, c'est pas parmi son top total en carrière, mais on est encore dans ses standards tout à fait habituels. Je vous ai dit, sur ces 5 dernières années, il y a des saisons où il est à 2,8 et 2,9. Donc cette année, 3,5, il n'y a rien de scandaleux. Donc, non seulement c'est rassurant du point de vue de son état physique, son déclin physique, pas tant que ça du coup, et c'est rassurant aussi, ça montre aussi que l'impact de l'arbitrage, finalement, ça a été un peu un narratif de début de saison, mais bon, pour le coup, ça l'a pas trop affecté. On est encore sur un joueur qui arrive à provoquer pas mal de lancers francs et donc pas mal de tirs très rentables sur ses pénétrations. Autre aspect également assez important que j'avais noté, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais sur isolation, il est toujours le premier de NBA en termes de volume, donc le nombre de tentatives de 1 contre 1 tentées par match, il est toujours premier, mais surtout, il est encore 3e de NBA, derrière DeMar DeRozan et Kevin Durant. Et encore, je crois que Kevin Durant est à peine à un cheveu devant lui, mais bref. Il est 3e ou 2e à égalité. Mais bref, on est encore sur un joueur d'élite sur isolation. Donc, encore une fois, le côté déclin dont on n'arrête pas de parler dans les médias, il reste quand même assez relatif. Et pour vous dire, donc, son chiffre de cette année, c'est 1,06 points par possession sur des 1 contre 1. 1,06. Voici les chiffres de James Harden sur les 5 dernières saisons. 1,09, 1,12, 1,11, 1,22. Donc ça, c'est la fameuse année 2018 où il était complètement en feu. Ok. Et ensuite, les 2 années avant, c'était 0,97
et 0,93. Donc je redis, 1,09, 1,12, 1,11, 0,97, 0,93 et donc cette année 1,06. Donc encore une fois, dans ses standards habituels. Autre stat que j'avais noté aussi au niveau des lancers francs, James Harden a une fréquence de lancers francs provoqués de plus de 20% sur isolation. Plus de 20%, 20,2 si vous voulez tout savoir, pour la saison 2022. Et bon, le chiffre on s'en fiche un peu, si ce n'est que ça représente donc une fois sur 5, ok, mais ça ne nous dit pas si c'est bien ou pas. Donc le chiffre on s'en fiche, mais l'intérêt du chiffre c'est qu'on peut le comparer aux années d'avant, évidemment. Et donc, 2021 c'était 15%, 2020 16%, 2019 16%, et 2018, donc sa fameuse année où il est incroyable, on était à 19,7%. Et donc cette année, 2022, il fait mieux en termes de taux de lancer franc provoqué sur des 1 contre 1. Il fait mieux que sa fameuse année 2018, MVP et tout ce que vous voulez. Donc finalement, niveau lancer franc et niveau déclin, bon, je pense qu'on n'est pas encore au point de s'inquiéter. Et puis, peut-être aussi, pour finir assez rapidement, on parle beaucoup de la saison de Harden comme étant catastrophique. Moi, j'aime bien aussi comparer, par exemple, avec la saison incroyable que fait DeMar DeRozan. Bon, c'est vrai, hein. Dans les deux cas, c'est vrai. Mais c'est vrai par rapport à leurs standards. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que Harden est un peu décevant cette année par rapport à ses standards habituels et que DeRozan fait une très très bonne saison. Ok. Mais sauf que, au niveau de la productivité, au niveau des chiffres bruts de scoring individuel, on a les deux joueurs au niveau des 1,20 points par tir tenté de manière globale. Sur l'ensemble du jeu, sur les jump shots, les isolations, les pick and roll, la transition, etc., etc. Au niveau du scoring individuel de manière générale, DeMar DeRozan, c'est 1,20 points pour chaque tir tenté, 1,20, et James Harden également. Donc, ce qui permet aussi un peu de relativiser ce fameux déclin, ou en tout cas cette mauvaise saison de James Harden. Oui, ok, il est décevant par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, on est d'accord. Mais bon, il est quand même pas décevant au point de chuter à un niveau très bas. Même en étant décevant et même en étant un peu loin de ses standards habituels, en vérité, ses standards sont tellement hauts que, ok, il a descendu, mais pas tant que ça. En tout cas, même en étant descendu, il est encore à un très très bon niveau. Donc voilà, si quelqu'un vous dit Philadelphie a reçu un boulet, James Harden est complètement cramé, etc., etc., bon bah très simplement, vous allez sur Cleaning the Glass, vous faites une impression d'écran et vous lui montrez que, ok, il est mauvais par rapport à d'habitude, sauf que dans l'absolu, il est aussi productif au scoring individuel que DeMar DeRozan. Alors oui, évidemment, il n'a pas le même pourcentage de réussite, mais parce qu'il ne prend pas les mêmes tirs. DeRozan, il prend des 2 points. Donc forcément que le field goal percentage, il va être plus haut. Mais en termes de productivité finale, quand on inclut les 3 points et les lancers francs, en vérité, James Harden fait une saison tout aussi productive que celle de DeMar DeRozan. Mais bref, tout ça pour dire que oui, James Harden a ses limites en termes de style de jeu. Oui, James Harden a commencé, je pense, son déclin. On n'est plus dans les meilleures années. Oui, James Harden est beaucoup payé. Oui, James Harden a de très mauvaises séquences défensives. Il n'a pas toujours la bonne attitude. Et du coup, par conséquent, pas du tout un niveau satisfaisant par moment non plus. Oui, James Harden peut être parfois un peu avec une envie qui peut osciller de manière un peu trop grande par rapport à ce qu'on voudrait. Oui à tout ça. Mais quand même, rappelons-le,
les Sixers ont récupéré un joueur de niveau All-NBA sans aucun doute. Mais vraiment, sans aucun doute. Bon, essayons un peu de faire le point sur tout ce qu'on a dit. Que penser de ce fameux feat entre James Harden et Joel Embiid? Je pense que très facilement, on peut déclarer que oui, ce n'est pas un feat parfait. Au sens le plus littéral possible. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est pas parfait dans le sens c'est nul, mais plutôt ce n'est pas idéal. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas le plus et le mieux qu'on aurait pu faire. Déjà. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Vous l'aurez compris, parce que finalement, l'interaction directe entre les deux, elle est pas si bonne que ça. Elle est vraiment pas si bonne que ça, on n'a pas affaire à deux joueurs qui peuvent combiner directement ensemble de très bonne manière. Ça paraît quand même une évidence. C'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une association de deux joueurs sur isolation. Même si on est dans le cas de un extérieur et un pivot et que donc on est un peu tenté de tomber sur le moule classique, le stéréotype du pick and roll avec l'arrière qui va servir le pivot sur pick and roll et que les deux vont combiner de cette manière, je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus et qu'on est plutôt beaucoup plus dans un scénario à la James Harden plus Chris Paul ou à la James Harden plus Luka Doncic, par exemple. Même si Joel Embiid est un pivot, on est plutôt sur ce type de configuration dans le jeu. Et en termes de rôle sur le terrain, et non pas de rôle sur pick and roll, cette fois, en termes de rôle dans le jeu, on a plutôt affaire à un duo de créateurs, en fait. Et même, je pense qu'on peut dire un duo de créateurs finalement assez rigide. Et dont les talents ne se superposent pas si bien que ça. Parce que c'est vrai qu'on a eu un exemple assez différent qui était justement l'exemple de Brooklyn. À Brooklyn, aux Nets, ok, on a eu 3 créateurs offensifs de très très haut niveau, mais finalement la combinaison offensive entre les 3, elle était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on avait James Harden qui était sans doute le plus rigide, celui qui a le plus besoin de garder la balle avec lui, de créer d'une certaine manière sur pick and roll, etc., etc. Mais le fait est que l'association entre les 3, elle était très très bonne, du fait que à la fois Irving et Durant sont non seulement de bons joueurs sans ballon, mais même, surtout, des shooters de très haut niveau. De vraiment très très haut niveau. Ce qui fait que quand on mettait ces joueurs-là sans ballon à côté de James Harden, balle en main, forcément, Durant et Irving conservaient forcément une certaine valeur. En tant que menace, en tant que scoreur et dans leur dangerosité, même s'ils n'avaient pas la balle entre les mains, le simple fait d'avoir un shoot de très haut niveau faisait que la combinaison en elle-même avait de la valeur. Évidemment. Et même, je pense qu'on peut dire aussi qu'au-delà de ça, au-delà du côté du shoot, même dans le style de jeu, Kevin Durant et Kyrie Irving sont des créateurs, mais ce ne sont pas du tout, je pense, des créateurs qui sont capables d'encaisser un niveau d'usage et de responsabilité comme James Harden. Je pense pas qu'on soit sur le cas de joueurs à qui on peut donner une équipe et qui, à eux seuls, de par un volume d'utilisation qui va être énormissime, peuvent porter une équipe de par leur seule action et en étant un peu une espèce de joueur héliocentrique. Je pense pas que ni Irving ni Durant sont des joueurs comme ça. Bref, donc il y avait un peu ce truc de Harden, lui, est un joueur, comme on dit, héliocentrique, donc autour de qui tout un jeu va tourner et qui a besoin d'avoir beaucoup le ballon. Mais à côté de ça, on avait deux joueurs qui avaient du bon shoot et donc une bonne valeur sans ballon, et surtout
qui n'avaient pas besoin d'être des créateurs à gros volume, qui pouvaient justement et précisément être sans ballon. Là, c'est vrai que pour le coup, avec Joel Embiid, on n'est pas tant que ça dans ce cas-là. Parce que Embiid, on l'a dit, n'a pas le shoot d'élite pour conserver une bonne dangerosité et une bonne valeur même quand il n'a pas la balle. Et de l'autre côté aussi, c'est pas quelqu'un qui a un jeu sans ballon de très haut niveau. Encore une fois, on est plutôt sur quelqu'un qui bâtit l'ensemble de son jeu sur des post-up et des isolations dans l'entrejeu. Et donc c'est pour ça que, mine de rien, on est beaucoup plus sur un modèle, un peu comme on dit à l'époque de Chris Paul et James Harden, on est plutôt sur un modèle de « à toi, à moi ». C'est mon tour, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est ton tour, plutôt que dans une vraie interaction entre les deux. Et d'ailleurs, je crois que c'est Ben Taylor, dans son podcast récent, où justement il parle de ce trade, il s'amuse un peu à noter cette association, un peu sur une échelle d'association de joueurs, de duo de joueurs. Et pour lui, par exemple, c'est vrai que, comme exemple d'association parfaite, de 10 sur 10, il nous cite notamment l'exemple de Steve Nash et Amar'e Stoudemire. Parce que, ok, c'était deux stars, mais c'était surtout deux stars qui combinaient très très bien. Avec d'un côté un passeur, et de l'autre, quelqu'un qui avait peu de création balle en main, mais qui pouvait faire le pick and pop, et qui pouvait faire aussi le pick and roll de très très belle manière, la finition sur pick and roll de très belle manière. Si on prend un peu un exemple peut-être actuel, d'un point de vue théorique, en tout cas, une association parfaite, ce serait par exemple Nikola Jokic et Stephen Curry. Alors vous allez me dire, oui c'est facile, en même temps c'est deux des 3 ou 4 meilleurs joueurs de NBA actuellement. Oui mais en fait ça va au-delà de leur niveau de jeu simplement. C'est vraiment sur le profil, le fait d'avoir deux joueurs qui ont des profils qui combinent extrêmement bien. Avec d'un côté un passeur et de l'autre quelqu'un qui joue beaucoup sans le ballon. Et donc c'est vrai que voilà, si on compare ce fit théorique Jokic et Curry au fit de James Harden, Joel Embiid, en gros c'est la même chose mais du pauvre, voire même du très très pauvre. Parce que précisément, qu'est-ce qui fait la force d'une théorique association entre Jokic et Curry? C'est le mouvement. Le mouvement et le partage de balles. Embiid et Harden, c'est la version statique, et donc la version avec beaucoup moins de valeur qu'une association théorique entre Jokic et Curry. Donc, c'est pour ça que le fit, on va dire le fit direct, la combinaison directe des deux joueurs entre eux, pour moi, elle est loin d'être idéale. Je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça, mais elle est clairement pas idéale. Et pour le coup, je parlais du podcast de Ben Taylor, lui, par exemple, sur 10, il met une note de 4. En termes de compatibilité, il met une note de 4 sur 10. Et pour le coup, j'ai pas trop réfléchi moi de mon côté, mais c'est vrai que pour certains, je pense que ça vous paraîtra un peu sévère, mais on peut comprendre. Dans le sens où la valeur de ce duo ne vient pas, à mon sens, de l'association directe de l'un envers l'autre. Mais donc, ce qui me permet de faire la transition vers, justement, d'où vient la valeur de ce duo, si ce n'est les deux joueurs qui combinent entre eux. Parce que là, ok, on a dit plein de choses, pas forcément idéales, pas forcément parfaites, mais quand même. C'est un duo qui a, je trouve, une très très grande valeur, malgré le fait qu'effectivement, si on devait noter la compatibilité directe entre les deux, elle serait pas si bonne que ça. Mais donc finalement, du coup, d'où elle vient cette valeur? Très simplement, je pense que la meilleure manière de l'expliquer et de l'illustrer, c'est de revenir à l'exemple qu'on a cité de Chris Paul et James Harden. Parce que pour le coup,
il y a des fois on l'oublie un peu, mais cette équipe de Houston qui était incroyable, pour le coup, on était vraiment dans du à toi à moi. On était vraiment sur des systèmes où ça joue le pick and roll à foison, avec un spacing optimal, mais il faut aussi se rappeler que c'était jamais le pick and roll de James Harden avec Chris Paul. Déjà parce que ce sont deux arrières, donc voilà, ça combine assez mal entre eux. Mais bon, on en a vu d'autres, des pick and roll entre deux petits, ou en tout cas deux extérieurs. Notamment, le pick and roll Kevin Durant, Stephen Curry à l'époque à Golden State, c'était l'arme atomique. En tant que défense, on ne savait pas quoi faire. Là, avec Chris Paul et James Harden, c'était pas ça du tout. Mais donc, d'où venait la valeur de ce duo entre Chris Paul et James Harden? La valeur, elle était assez simple. La valeur allait au-delà de ce fit direct, et notamment du fait d'avoir un monstre à deux têtes. Donc, deux avantages à ça, on en avait déjà parlé, mais il y a le premier avantage de proposer pendant 48 minutes une attaque qui passait par soit James Harden, soit Chris Paul, donc très grossièrement, 48 minutes assurées par un créateur calibre All-NBA First Team, donc c'est pas mal. C'est même bon, je crois que je viens de faire l'euphémisme de l'année. Non, c'était quand même, c'était plus que pas mal, c'était incroyable. Et puis, deuxièmement, même au-delà du fait de pouvoir faire jouer l'un, et puis ensuite l'autre, et puis ensuite l'un, pour que chacun se repose, même quand les deux étaient ensemble sur le terrain, l'avantage, c'était aussi en termes de défense. Quand une équipe faisait une défense un peu trop agressive sur l'un, le ballon ressortait. Ça ressortait côté faible sur le deuxième créateur de bon niveau. Et donc voilà, Chris Paul est un créateur d'élite face à des défenses organisées. Mais si en plus, il avait face à lui un avantage numérique parce qu'il y avait un peu trop de défense sur James Harden, là, c'est encore pire. C'est encore plus létal. Et donc, pour revenir un peu à James Harden et Joel Embiid, je pense que la vraie valeur, elle est là. Je pense vraiment que la vraie valeur, elle est là. Elle est dans le fait que, d'une part, tu peux arriver à avoir un match complet, monitoré par un créateur de très très grand niveau. C'est-à-dire, tu peux te faire quelques minutes avec des pick and roll à Harden, puis tu le mets sur le banc, et puis tu fais rentrer Joel Embiid pour assurer l'intérim. Et là, c'est pareil, tu as un créateur de top niveau sur du post-up et sur des ISO. Et puis, tu fais sortir Joel Embiid, et de nouveau, tu fais rentrer James Harden, etc., etc. Et donc, la totalité du match est assurée par un attaquant fabuleux. Donc ça, premier avantage de ce duo, c'est pas tant le fit de l'un à l'autre, mais c'est plutôt justement le à toi, à moi. Et puis donc, deuxièmement, je pense aussi, encore une fois, que quand les deux sont ensemble sur le terrain, il y a plein d'aspects qu'on a déjà évoqués où c'est pas idéal en termes de spacing, en termes de... Voilà, il y a plein d'aspects qu'on a déjà évoqués, mais par contre, c'est vrai que si une défense va un peu trop, se resserre un peu trop autour de Joel Embiid, si la balle ressort et arrive dans les mains de James Harden, qui doit faire face, du coup, non pas à une défense organisée, mais devant lui, il a un 4 contre 3 pour Philadelphie, c'est jackpot. C'est méga jackpot. Et puis, donc, surtout, il y a un autre aspect qu'on n'avait pas du tout avec le duo Chris Paul-James Harden, c'est que ça apporte une variation aussi. Une variation tactique et une variation de manière d'attaquer une défense. Parce que autant à Houston, ok, c'était deux créateurs sur pick and roll de très haut niveau, mais les deux étaient sur pick and roll. Or, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un créateur de pick and roll, mais on a aussi un créateur de post-up. Et ça peut paraître pas grand-chose, mais avoir cette carte, avoir cette option de pouvoir choisir l'un ou l'autre selon ce que la défense peut proposer, c'est quand même, je pense, un atout de très très belle valeur. Notamment, une fois arrivé en play-off, selon les match-ups,
je dis n'importe quoi, hein, mais si tu arrives sur une défense de Milwaukee qui est très 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 solide à l'intérieur et qui notamment ne va pas laisser Joel Embiid opérer sur post-up, à ce moment-là, si ce style de jeu-là ne fonctionne pas, tu peux te reposer un peu plus sur le pick and roll de James Harden. Et donc, attaquer cette même défense d'une toute autre manière. Et puis, à l'inverse, il y a l'autre cas de figure, c'est si tu dois affronter la défense, par exemple, de Miami ou de Toronto. Deux défenses qui sont deux équipes de très haut niveau sur Switch, notamment Toronto de par leur multitude de joueurs très très grands et très très longs. Et du côté de Miami, il y a un peu moins de longueur, mais par contre, il y a plus de science du Switch et de défense collective. Mais donc, dans ces cas-là, face à des défenses de Switch de très haut niveau, peut-être que le pick and roll de James Harden va moins marcher, mais que, du coup, mécaniquement, si Miami joue avec des line-up en switch all avec des joueurs un peu plus petits, ou Toronto avec des line-up en switch all, mais donc des joueurs pas forcément plus petits, mais plus légers, comme Chris Boucher, comme Precious Achiuwa, etc., etc., à ce moment-là, plutôt que d'attaquer sur pick and roll où tout décalage va être absorbé par le switch, à ce moment-là, tu peux aussi te reposer beaucoup plus sur le post-up de Joel Embiid qui va se faire un malin plaisir de punir le manque de taille ou le manque de puissance de ces équipes et de ces schémas de switch. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental, je trouve, et c'est peut-être un scénario optimiste, on est d'accord, il faut que tout marche à côté pour que tu puisses débloquer cet atout ultime. Mais c'est vrai que dans la théorie, il y a quand même une énorme valeur à posséder cette dualité de façon d'attaquer. Quand on voit ce que Houston a fait avec un duo de créateurs sur pick and roll, pour rappel, ils ont failli gagner le titre, ils ont failli éliminer Golden State, qui était pas loin d'être à son paroxysme à l'époque, donc pas loin d'être la meilleure équipe de tous les temps, au passage, et qui a fait une saison à plus de 65 victoires, et voilà. Enfin bref, qui a failli gagner le titre, tout simplement. Quand on voit ce qu'eux, ils ont fait, alors qu'ils avaient qu'une seule manière d'opérer, on se dit que Philadelphie, avec plus de variations tactiques et une deuxième manière d'attaquer les défenses, ça peut être vraiment, vraiment redoutable. Encore une fois, si Milwaukee est paré pour contenir Embiid proche du panier, tu t'en remets au pick and roll de James Harden. Et si James Harden, son pick and roll ne marche pas face au switch de Miami, tu t'en remets à la taille et à la domination intérieure de Joel Embiid au poste bas. Et ça, c'est vraiment un atout, je trouve, inestimable. D'autant plus que, ok, avec Embiid, tu n'as pas le spacing que Chris Paul pouvait apporter à James Harden. Certes. Mais de l'autre côté du terrain, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ce que tu perds en spacing, tu le gagnes autant, si ce n'est plus, en termes d'impact défensif. C'est aussi là que la complémentarité, elle est très intéressante. Parce que bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de l'attaque parce que le fit, il est surtout offensif et c'est ça qui nous intéresse. Mais quand même, en deux mots, on peut dire aussi que le fait d'avoir un pivot de ce niveau et de ce profil-là, ça peut faire beaucoup de bien. Je trouve à James Harden. Après, je dis pas que ça va être parfait. Je dis même pas que Harden va être bon. Si ça se trouve, non, il va peut-être même être pas bon du tout. En tout cas, pas à un niveau suffisant. On est d'accord. Sauf que, à la différence à Houston et à Brooklyn, on n'est plus sur des switches, donc les choses dépendent un peu moins de lui. Je pense que tu peux arriver un peu plus à le cacher, de par des switches sans ballon, notamment, et de par la présence en second rideau de Joel Embiid. Parce que, certes, James Harden, peut-être qu'il va pas arriver à traverser les écrans, mais si derrière, il y a Joel Embiid pour protéger le panier, c'est quand même génial. Bon, bref. Parenthèse défense refermée, je pense qu'on aura le temps d'en reparler à un autre moment.
Et donc voilà, il faut quand même retenir que autant on n'a pas le côté spacing du duo Chris Paul-James Harden, autant on a aussi cette valeur défensive. Et ce qui me permet aussi d'arriver du coup au dernier point de l'intérêt de ce trade. Donc on l'a dit, premier intérêt, assurer l'intégralité d'un match avec soit l'un, soit l'autre. Et donc toujours un créateur de très haut niveau pour driver l'attaque. Premièrement. Deuxièmement, quand les deux sont ensemble sur le terrain, ça permet aussi que la défense ne se découvre pas totalement sur l'un ou sur l'autre. Troisièmement, donc, on l'a dit, c'est cette fameuse variation tactique que ce duo peut apporter. Certes, c'est du à toi à moi, mais c'est du à toi d'une certaine manière et à moi d'une certaine manière. Et notamment, face aux défenses de playoff, tu peux attaquer soit par le pick and roll, soit par le post-up. Et puis donc, quatrièmement, le dernier point, c'est un peu lié à celui d'avant, mais c'est vrai que l'avantage de récupérer Harden, c'est que, au-delà même de récupérer un talent pur de très haut niveau, bien sûr, le fait est aussi que Philadelphie récupère un profil qui lui manquait terriblement. À savoir, ce fameux porteur de balle. Ce fameux joueur qui est capable d'être proactif depuis le début de la possession jusqu'à la fin. Et pourquoi est-ce que je dis ça aussi? C'est parce que, à de maintes reprises, on a vu que c'est précisément ce qui manquait à Philadelphie ces dernières années en play-off. Et là même, on peut remonter jusque leur première série de play-off à l'époque contre Boston. C'est l'année où Boston n'a ni Kyrie Irving qui est blessé, ni Gordon Hayward. Une équipe qui a un niveau de talent qui est même plus bas que celui de Philadelphie. Et pourtant, c'est Boston qui passe, notamment parce que la source d'attaque des Sixers, c'était Joel Embiid, mais sauf que Brad Stevens, il est pas bête. Il a fait un plan et un schéma autour de Joel Embiid pour le contenir. Et Embiid n'avait littéralement aucun espace pour opérer. Et même pire, il y a des fois où carrément les Sixers n'étaient pas capables de lui donner le ballon. Parce que ça se passe comme ça en play-off. Et notamment sur les fins de match. Tu peux mettre en place des schémas où tu as un joueur et demi, voire même deux, voire même trois qui viennent empêcher Embiid de s'installer au poste bas et de réclamer la balle. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas donner la balle à ton meilleur joueur. Et du coup, tu t'en remets à la création extérieure de Dario Saric, de TJ McConnell, de Ben Simmons, encore pire, etc. etc. Rappelez-vous, c'est un peu une notion qu'on avait abordée dans l'épisode sur Nikola Jokic, et aussi pourquoi est-ce que Jokic est à ce point phénoménal et à ce point une anomalie. C'est parce que oui, c'est un pivot, mais c'est surtout un pivot qui opère comme un vrai porteur de balle. C'est un pivot qu'on ne peut pas priver du ballon. Il peut remonter lui-même la balle et lui-même s'amener sur ses propres spots. Et ça, c'est quelque chose que Embiid ne sait pas faire. En tout cas, pas dans cette même proportion. Tu peux l'empêcher d'aller balle en main sur tel ou tel spot préférentiel. Tu peux l'empêcher de recevoir la balle proche du panier. Là où Jokic, non, tu peux pas. Et donc, c'est pour ça que l'association avec Ben Simmons ne pouvait pas marcher, parce que Simmons n'apportait pas ça. Et c'est ce qu'apporte James Harden. C'est cette qualité de porteur de balle. Et pour le coup, c'est le dernier point que j'aborde, mais c'est peut-être le plus important aussi. C'est que, on sait bien que ça passe par là. On sait que ça passe par le fait d'avoir en NBA, pour aller au titre ou pour aller très loin, des porteurs de balle de haut niveau qui puissent opérer balle en main dans le périmètre, alors que, malheureusement, des pivots proches du panier, on peut les empêcher d'opérer. Soit on surcharge l'espace autour, soit carrément on les empêche de recevoir la balle proche du panier. Voilà, aujourd'hui on a besoin de porteurs de balle pour créer le jeu. Et ça, pour le coup, James Harden, il a plein de défauts. Notamment, il ne peut pas s'insérer de manière fluide avec n'importe quelle autre star offensive. Il a plein de défauts en défense, etc., etc. Mais en qualité de porteur de balle, sur isolation ou sur pick and roll, ou plus globalement dans le périmètre, balle en main, c'est encore un des 10, voire même encore un des 5 meilleurs joueurs de la planète.
Donc il y a le côté niveau de jeu, évidemment, mais il y a aussi et surtout le côté profil, ultra important, de enfin avoir un porteur de balle qui peut opérer sur pick and roll, générer du jeu sur des drives, qui peut forcer des switches balle en main et ensuite les punir, ou ensuite envoyer Joel Embiid les punir, etc. etc. Malheureusement, on n'est plus dans les années 90 où la défense de zone n'était pas autorisée et où les pivots pouvaient dominer. Les pivots pouvaient être des moteurs offensifs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le seul pivot qui peut rentrer dans cette catégorie-là, c'est Jokic, mais parce que justement, c'est un porteur de balle. Il remplit un rôle de porteur de balle. Et c'est un rôle que Joel Embiid ne pouvait pas remplir, en tout cas pas dans les mêmes proportions, mais c'est un rôle que James Harden peut évidemment faire à la perfection. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on a été assez clair sur ce fameux duo entre Joel Embiid et James Harden. Donc voilà, j'espère que ça servira pour la suite de la saison. La prochaine fois, je sais pas trop exactement, je peux pas trop vous dire, mais en tout cas, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on devrait avoir quelques épisodes un peu vintage, un peu hors actualité, et notamment, on devrait avoir le 2e épisode de notre série sur le scouting Pourquoi j'avais tort, et ça devrait concerner un certain meneur de jeu de Milwaukee. J'en dis pas plus. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez toujours aux petites étoiles, ça fait toujours très plaisir, et merci encore à ceux qui en ont mis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.